chers amis, on n'a pas tous les jours 100 ans. C'est pourquoi nous sommes très heureux, particulièrement heureux, de fêter cet anniversaire avec vous aujourd'hui. Merci d'être venus malgré les grosses chaleurs et les nombreux événements du mois de mai parisien. Un tel anniversaire appelle avant tout un sentiment de reconnaissance. Reconnaissance pour ce siècle d'existence de notre maison d'édition Imca Press, la maison d'édition russe en émigration la plus ancienne au monde, toujours existante, née dans la tourmente de l'histoire du début du XXe siècle, avec le soutien de la YMCA, Young Men's Christian Association, en partenariat avec l'ACER, l'Action chrétienne des étudiants russes, actuellement ACER-MJO. Reconnaissance envers tous ceux qui ont collaboré à la diffusion et l'édition de paroles de foi et de vérité. Reconnaissance envers tous ceux qui constituent actuellement notre équipe et qui sont présents ici ce soir. Mélanie Struve-Rakovic derrière son appareil photo. Ali Kanani qui se cache comme très souvent. Voilà. Nathalie Schmemann, qui ne se cache pas. Natalia Pashkev, que vous avez déjà pu voir, ici présent, plus tous ceux qui n'ont malheureusement pas pu être parmi nous aujourd'hui. J'ai parlé de reconnaissance et je parlerai maintenant d'espoir. Espoir pour ce jour qui marque notre jubilé. Nous avons eu la joie de pouvoir vous présenter ce que vous ne reverrez pas de sitôt, à savoir une exposition de nos archives retraçant toute notre histoire. Alors, avant de passer la parole à nos archivistes, nos travailleuses de l'ombre qui œuvrent à la conservation de la mémoire, de notre mémoire, je voudrais vous dire encore quelques mots. Si nous voulons réaliser notre espoir de pouvoir continuer notre mission, nos livres ont besoin d'un toit. Certains d'entre vous le savent sans doute déjà que nous devons réunir 40 000 € pour la réfection du toit de cet immeuble d'ici le mois de septembre. Cette somme représente notre quote-part dans la copropriété. Nous avons déjà recueilli 15 000 €. Nous avons réussi, grâce à la générosité de tous ceux qui ont répondu à notre appel, de pouvoir payer la première part de ce que nous devions payer avant le mois de juin, je crois. Donc, c'est fait, mais il reste encore un certain chemin à parcourir. Donc, si vous souhaitez nous aider, vous pouvez le faire aujourd'hui, si vous ne l'avez déjà fait, en déposant votre bol dans le panier qui sort. Voilà. Ou en achetant un sac à l'effigie de notre librairie auprès de Alec et de sa caisse. Avant donc de passer la parole à nos archivistes qui vont vous parler de façon un peu plus précise de ce que vous allez voir, eh bien, je vous remercie de votre attention et de votre générosité. Et je vous souhaite une très bonne visite après l'intervention de nos archivistes. Merci beaucoup. Je suis vraiment contente de vous voir, toutes et tous, être venus aussi nombreuses à l'inauguration de cette exposition qui marque le centenaire de l'existence des éditions Imca Press. Alors, je vais rectifier tout de suite un petit malentendu qui pouvait se produire. C'est une exposition qui se concentre essentiellement sur la période de l'entre-deux-guerres, des années 1920 et 1930, mais qui marque exactement avant tout le centenaire de l'existence d'Imca Press et surtout de son installation à Paris, car c'est précisément au printemps 1926 qu'Imca Press s'installe à Paris au dit boulevard Montparnasse. Je suis contente parce que nous pensions à cette exposition depuis longtemps.
elle a mûri, je dois dire, longtemps dans nos têtes, avant d'être montée en 3, voire 2 mois à peu près. Heureusement, durant la première décennie de son existence, presque chaque année, ou tous les 2 ans, tous les 3 ans, l'histoire de cette entreprise éditoriale offre une sorte de date centenaire qu'on peut célébrer. Pourquoi avons-nous mis tant de temps à donner vie à ce projet ? Il y a 2 raisons. Donc, la première, elle est vraiment d'ordre pratique. Je dirais ces 3 dernières années, nous avons mené vraiment un travail important. Un travail, je dirais, de sauvetage des archives historiques des éditions IMCO Press, de la librairie Les Éditeurs Réunis, mais aussi des initiatives qui se sont développées en partenariat, en collaboration avec d'autres organismes, aujourd'hui plus indépendants, mais qui étaient plus entreliés à l'époque, comme l'ACER justement. C'était aussi la possibilité pour nous de mener ce travail important grâce à votre générosité. Je sais que certains d'entre vous ont contribué à notre projet de sauvetage des archives. Tout n'est pas encore fini, tout n'est pas encore traité. Il nous reste encore un travail important à accomplir. Tout n'est pas encore accessible au large public de nos archives. Mais il y a des choses qui avancent et il y a des choses importantes qui ont été faites et vous avez la possibilité d'apprécier ce travail qui a été fait en montant à l'étage après cette petite cérémonie d'inauguration. La deuxième raison, c'est évidemment l'impact des événements tragiques qui se déroulent dans le monde. Il y a beaucoup de régions, beaucoup de pays qui sont touchés par les guerres, qui sont carrément ravagés par les guerres aujourd'hui. Certaines guerres frappent les territoires, les pays auxquels nous restons attachés par nos origines, par nos histoires. Et c'est le cas aujourd'hui avec la grande guerre déclenchée par l'invasion des troupes russes en Ukraine, pays indépendant, en février 2022. Une guerre qui continue malheureusement. Non seulement elle ne s'arrête pas, on a l'impression qu'elle s'étale encore et encore. Toute cette immense tragédie humaine qui se joue actuellement, elle nous fait ressentir une sorte d'impuissance face à cette tragédie. Et notre propre impuissance, elle fait repousser certains projets culturels parce qu'on s'est dit, dans nos têtes, c'est peut-être pas le moment. Qu'est-ce qu'on vient faire avec notre projet culturel, notre exposition des documents d'archives, quand il y a tant de violences qui se produisent. Et finalement, cette exposition a eu lieu, et il faut dire aussi que les thématiques historiques qui sont présentées dans cette exposition, elles font vraiment finalement, malheureusement de façon dramatique, grand écho à l'actualité. Vous connaissez toutes et tous sans doute cet épisode tragique de l'histoire auquel est étroitement liée la création des éditions d'IMCO Press. Cet épisode, c'est bien sûr l'expulsion à l'automne 1922 des intellectuels, spécialistes et membres de leur famille de Pétrograd, nom de Saint-Pétersbourg à l'époque, par décision de Lénine et dans le cadre de l'opération de la police politique à l'époque, qui a changé maintes fois son nom. On la connaît comme Tchéka, comme KGB. À l'époque, en 1922, elle portait le titre de la GPU. En Russie actuelle, aujourd'hui, il y a aussi des prisonniers politiques. Des gens qui ne sont pas d'accord avec la politique des individus qui sont au pouvoir. Eh bien, au milieu des années 1920, les représentants de ce groupe d'exilés, philosophes, prêtres, écrivains, publicistes, ils deviendront les auteurs des livres publiés par IMCO Press dans l'entre-deux-guerres et ensuite courant le XXe siècle. 2 personnes liées à cet épisode d'exil, d'expulsion, les philosophes Nikolai Berdyaev et Boris Vecheslavtsev, seront membres du comité éditorial d'IMCO Press dans l'entre-deux-guerres. Boris Vecheslavtsev en tant que rédacteur en chef des éditions IMCO Press, Nikolai Berdyaev en tant que rédacteur en chef de la revue Pouty, La Voix, qui
promouvrait quelque chose comme une sorte de pensée orthodoxe renouvelée, qui est ouverte à l'œcuménisme, en dialogue avec l'autre, et qui est aussi sensible à une réflexion sur le christianisme social. Donc tous deux, Viacheslav et Feberdiev, ils mettent au service des éditions Imke Press le réseau professionnel constitué bien avant l'exil et qui se retrouve en exil. Donc beaucoup de représentants se retrouvent ensuite en exil. Toutefois, l'histoire présentée dans cette exposition, à travers les documents d'archives originaux qui sont exposés, mais aussi à travers le récit historique que j'ai construit à partir de mes recherches, menées dans beaucoup de centres d'archives autour de ce sujet. Cette histoire, elle dépasse largement cet épisode de l'expulsion en 1922, qui est tout à fait important, évidemment. Et ce choix, ce cadre conceptuel, il n'a rien d'artificiel, car cette conception reprend vraiment, véritablement, ce qu'on peut lire à travers les documents d'archives qui sont préservés. Notamment, ces documents d'archives révèlent la présence de beaucoup d'autres acteurs, et ces acteurs sont d'abord les représentants des réseaux évangéliques œcuméniques protestants, structurés au début du XXe siècle autour de grandes organisations protestantes avec des réseaux vraiment mondiaux, notamment Young Men Christian Association, la YMCA, ou donc IMCA, dont l'abréviation fait partie du titre des éditions Imke Press, mais aussi de ces organisations sœurs, Young Women's Christian Association, World Student Christian Federation. Alors, il existe une certaine façon de représenter a posteriori cette interaction dans l'histoire d'Imke Press, une représentation qui a été construite justement largement a posteriori de cette collaboration et de cette interaction entre ces gens, c'est de reléguer ces acteurs au simple rôle de donateurs, de financeurs, des gens qui collectaient l'argent. Enfin, je dis simple, il n'y a rien de simple dans cela. Déjà, l'acte de collecter l'argent, de soutenir l'autre, surtout quand l'autre a perdu ses repères et été obligé, contraint, à quitter sa maison, son pays, sans le vouloir forcément. Cet acte, c'est une cause noble. Mais par ailleurs, ces acteurs des réseaux évangéliques, ils participent réellement à l'élaboration des initiatives communes. En parlant des éditions Imke Press, ils participent à l'élaboration de la politique éditoriale. Ils lisent aussi certains les manuscrits en russe. Ils discutent. Deux personnes, en particulier Paul Anderson, qui était l'Américain, qui était membre, acteur important de la YMCA américaine et qui était officiellement directeur des éditions Imke Press pendant de longues années. Et aussi Gustav Kuhlmann, un avocat suisse, lui aussi à l'époque, dans les années 20, collaborateur de la YMCA américaine, mais qui était un acteur très très impliqué dans l'action humanitaire auprès des réfugiés. Et donc, à travers les échanges, dialogues, partenariats, collaborations, il se noue des initiatives, tout un ensemble d'initiatives, finalement, dans lesquelles s'inscrivent les éditions Imke Press. Et il y a aussi autour un réseau de personnes qui sont auteurs des livres, qui sont chargés de leur diffusion, de leur vente à commission, mais aussi des personnes qui participent à des missions humanitaires auprès des réfugiés, auprès des prisonniers de guerre de la Première Guerre mondiale, et surtout aussi également auprès des populations frappées par les famines en URSS dans les années 20 et ensuite dans les années 30. Et il y a des personnes qui mettent en place les programmes éducatifs, qui créent de véritables institutions éducatives, qui développent des initiatives d'entraide. Et donc, comme ça, à l'exposition, quand vous allez le voir, vous allez avoir une seule de fil rouge, les éditions Imke Press, à travers les différentes étapes de leur création, leur fonctionnement avant la Seconde Guerre mondiale, principalement. Et puis, vous trouverez des thèmes flash, des highlights, comme diraient les Américains et les Anglais, qui approfondissent, contextualisent l'histoire d'Imke Press.
ces thèmes flash, malheureusement, d'une certaine manière, sont toujours un écho, un dialogue avec notre actualité. Donc, je sais que vous êtes fatigués, vous voulez qu'on discute plus librement, etc. Je prendrai encore quelques minutes de votre attention juste pour donner des exemples. Alors, par exemple, le lancement des éditions en langue russe, sous l'égide de la YMCA américaine, s'inscrit justement dans le contexte de la sortie de la Première Guerre mondiale et de l'action humanitaire menée auprès des prisonniers de guerre russophones détenus dans les camps des prisonniers de guerre en Allemagne et en Autriche. Le premier projet est déjà porté par une équipe d'exilés, et donc oui, on est toujours dans l'histoire de l'exil. Or, c'est une équipe d'exilés, des personnes qui ont été contraintes à l'exil sous le gouvernement tsariste pour leur opinion socialiste. Ensuite, cette équipe est remplacée par une autre, composée de personnes aux trajectoires vraiment d'une diversité remarquable. Alors, au début des années 1920, les éditions s'installent d'abord à Prague, puis à Berlin, et à l'époque, ces deux villes accueillent un grand nombre les réfugiés de l'ancien empire russe. Et l'équipe intègre à un moment donné d'anciens officiers de l'armée russe, armée impériale, armée tsariste, qui ont combattu dans les régiments de l'armée blanche et donc qui ont été contraints à quitter le territoire après l'échec du combat face à l'armée rouge. Et il y a aussi l'économiste et agronome Nikolai Makarov, qui apparaît comme ça tout d'un coup en 1922, un personnage remarquable vraiment. Il y a aussi des collaborateurs de la YMCA américaine qui avaient eu une expérience certaine de travail en Russie, particulièrement lors de la guerre civile, et qui commencent à s'impliquer dans ce travail. Et comme ça, l'exposition apporte vraiment des éléments biographiques de ces individus, afin aussi de vous faire penser à leur parcours chaotique, aléatoire et surtout non prédéfini à cette époque-là. Certaines rentreront ensuite en URSS et seront victimes des répressions dans les années 1930. D'autres resteront en exil et conserveront un esprit anticommuniste et anti-soviétique. D'autres encore demeureront eux aussi en exil, tout en participant en même temps à la construction d'une image positive de l'URSS. Donc, cette exposition, elle veut avant tout proposer une vision de l'histoire qui n'est pas prédéfinie. Elle ouvre comme ça des différentes bifurcations, différents projets envisagés en 1917, en 1921, en 1923, réalisés enfin à partir de 1925 et 26. Des projets qui ont été discutés, donc certains vraiment aboutis, d'autres pas du tout, faute de ressources, ou à cause d'autres rencontres qui ont réorienté les choix éditoriaux. Et parmi les thèmes flash, par exemple, il y a une chose qui m'a beaucoup intéressée, que je n'évoque malheureusement que d'un mot récit de contextualisation, faute de documents d'archives originaux à portée de la main pour pouvoir les exposer. C'est le projet notamment de 1921-22, à peu près, d'une grande maison d'édition destinée à publier les livres dans différentes langues slaves. Et donc c'est un projet qui est discuté par les hommes d'affaires américains, par les collaborateurs de la YMCA, par les réfugiés et exilés de l'ancien empire russe. Et il y a Edgar McNaughton, qui est collaborateur de la YMCA américaine à l'époque, qui propulse surtout au sein de ces discussions l'idée de valoriser la langue ukrainienne. Ce projet n'est pas réalisé, mais par contre, cette histoire, elle continue dans d'autres contextes. Edgar McNaughton, dans les années 1920, il participe dans des missions humanitaires sur les territoires de l'ancien empire russe, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, mais aussi, donc à l'époque déjà Leningrad, mais aussi en Ukraine. Il distribue de l'aide. Ensuite, il continue ses voyages jusqu'à la fin des années 20. Il, comme ça, maintient ses contacts avec les gens rencontrés. Ensuite, il rédige les rapports. Il écrit des lettres à ses correspondants, à ses connaissances, aux États-Unis, en France, pour parler de ce qu'il a vu, de ce qu'il a pu observer
de la résilience aussi des liens des réseaux chrétiens, des groupes chrétiens qui continuent à exister dans les années 1920 malgré la montée de la propagande anti-religieuse et les lois qui resserrent davantage et limitent davantage la possibilité d'action chrétienne. Et vous verrez dans l'exposition les traces d'archives qui permettent de reconstituer ces éléments, notamment les lettres que lui envoyaient les personnes rencontrées lors de ces missions, pour le remercier aussi, pour exprimer leur tristesse au moment où leur contact prenait fin. On voit ainsi apparaître, à travers les documents d'archives qui sont quand même nombreux à être présentés dans cette exposition, toute une série de réalités. Il y a la solidarité, il y a la souffrance, il y a la résilience de l'effort humain à soulager la souffrance de l'autre. En fait, l'action humanitaire, c'est un thème qui est vraiment très présent dans l'exposition. D'abord parce que les éditions Incopress sont profondément intégrées dans ce contexte, mais aussi parce que je voulais rendre visibles ces traces documentaires qui témoignent de cet effort humain, aussi peut-être afin de donner une sorte d'espoir et aussi de rendre hommage à ces gens, à leur effort humanitaire, les gens qui œuvraient dans le passé, mais les gens qui œuvrent aujourd'hui dans ce contexte très douloureux. Le thème Incopress et l'URSS, c'est évidemment le thème incontournable. Il est évidemment présenté dans l'exposition, toujours à travers les documents d'archives. Enfin, il y a des documents qui témoignent, par exemple, de la volonté des auteurs des livres parus chez Incopress d'envoyer leurs livres à l'URSS. Il y a certains qui simplement envoient les colis par voie postale, des colis qui reviennent de temps en temps. Il y a d'autres qui vont encore plus loin, qui essaient d'établir les contacts avec les bureaucrates soviétiques pour les convaincre à accepter les livres qui ont été publiés par Incopress. Puis, il y a aussi les documents à travers lesquels on peut voir les efforts entrepris pour contrecarrer la propagande communiste athée. Aussi, les efforts plus élaborés d'informer l'opinion publique, voire la mobiliser face aux persécutions à l'URSS et à d'autres aspects de la vie soviétique. L'exposition présente notamment quelques-uns des premiers récits des exilés de l'URSS, parus dans les années 1920-1930 sous la marque Incopress, dont un livre qui est devenu vraiment un best-seller à l'époque, qui est Mes 26 prisons et mes évasions des Solovki, de Georges Bessonov, ou Georgi Bessonov, ancien officier de la division caucasienne dite sauvage de l'armée russe. Et il relate son expérience de détention dans plusieurs prisons après la prise du pouvoir par les bolcheviks, et finalement, il parvient à s'échapper, à s'évader du camp des Solovki. Donc, on parle d'une exposition consacrée à l'histoire d'une entreprise éditoriale. Donc, naturellement, les livres, ils sont bien présents, ils sont bien exposés, ils occupent une place essentielle. Alors, les livres que vous allez voir, ce sont toujours des premiers, enfin, peut-être pas des premières éditions, mais des éditions authentiques, uniques et véritables, publiées par Incopress. Il ne s'agit évidemment pas de l'ensemble des livres publiés dans l'entre-deux-guerres, tout simplement parce qu'on ne peut pas transférer toute une bibliothèque sur les rayons d'exposition. Les livres présentés ont été sélectionnés, ont été choisis de manière à vous montrer des grands thèmes, grandes tendances dans les choix éditoriaux, les thèmes privilégiés, certaines curiosités et aussi de la beauté. Vous allez sans doute admirer l'élégance de certaines couvertures et des dessins réalisés vraiment sur mesure pour ces éditions. Et j'espère surtout que cette exposition vous permettra non seulement de découvrir une histoire éditoriale, intellectuelle, de l'entraide, de l'action humanitaire, mais aussi de ressentir à travers de ces documents d'archives, qui peut paraître poussiéreux, pas très beau, quelque chose de vibrant et de vrai, des espoirs, des tragédies,
des engagements et des liens humains. Je vous remercie. Alors, comme j'ai aussi un petit peu participé je suis aussi un peu dans les archives, je voudrais dire quelques mots sur ces archives. Nous avons eu énormément de chance, car nous avons affaire à des personnes qui ont su sauvegarder tout ça. Nous avons une masse de... D'abord, nous avons affaire à 2 secrétaires, Klavze Pereshneva et Tamar Klipinin, qui parlaient le français, l'anglais, le russe et pour Tamar aussi l'allemand. Donc nous avons une correspondance qui est très variée de ce côté-là. Et elles étaient en plus très méticuleuses. Et nous avons beaucoup de documents. Si vous voulez, la reconstitution de certains dossiers ont été très faciles. D'autres très compliqués, parce que nos archives ont connu quand même de grands malheurs. Et en général, c'était des inondations. Donc il a fallu déjà commencer par les nettoyer. Enfin bon, ça a été tout un processus. Aujourd'hui, nous n'avons naturellement pas tout à fait terminé. Natacha a parlé des 20, 30, 40. Moi, je voudrais dire quelques mots sur les années qui ont suivi, surtout sur l'action des Américains. Alors ce n'est pas du tout péjoratif, hein, quand je parle des Américains. C'est la YMCA, si vous voulez, qui a montré un dévouement incroyable, parce que les gens dont Natacha a parlé ont continué ensuite à travailler aux éditions Inca Press, en particulier Paul Anderson et Donald Lowry. Vous savez, la YMCA, d'ailleurs j'espère que tout le monde sait ce qu'est la YMCA, parce que moi je voyage beaucoup et souvent je demande, mais vous savez ce qu'est la YMCA? On me dit non, on ne sait pas. Donc en réalité, les gens ne savent plus. Enfin, Natacha en a parlé de ça. Et donc, ces gens-là voyageaient énormément. La YMCA s'étendait dans le monde entier et ils étaient tout le temps mutés. Donc ils venaient travailler pendant, je sais pas moi, 1 an ou 2 et ensuite ils étaient mutés. Bon, nous, on a eu la chance d'avoir quand même pendant longtemps un peu les mêmes personnes qui avaient énormément d'intérêt, qui parlaient elles aussi très bien le russe. Et donc, si vous voulez, cet échange est riche et on peut vraiment bien le reconstituer. Alors, qu'est-ce qu'a fait encore la YMCA dans les années 50 ? Alors, je ne vais pas parler des éditions, justement, sauf pour vous dire que le travail éditorial a repris après la guerre et que le premier livre qui a été publié a été les frères Karamazov de Dostoïevski. Alors, c'est pour vous dire qu'ils n'ont pas hésité, ils ont visé haut et qu'après, on a continué sur la religion, la philosophie, etc. C'était un petit peu le catalogue des éditions Inca Press. Mais, ce qui est intéressant, c'est que nous avions, Natacha n'en a pas parlé, un institut d'enseignement technique, par correspondance, pas par correspondance, et qui a encore vécu, qui a eu une nouvelle vie, si vous voulez, après la guerre, dont les étudiants, on a à peu près 85 dossiers de ces alors, étudiants ou pas étudiants, en tout cas c'est des anciens, je pense beaucoup des DP, des Displaced Persons, qui ne sont pas revenus dans leur pays, qui étaient dans les camps anglais ou américains, en Allemagne, en Belgique, etc., qui ont appris qu'existait cet institut, qui était dirigé par un certain M. Finistov, mais qui était reconnu par le ministère de l'Éducation nationale, de l'époque. Les professeurs étaient également reconnus, et donc ils dispensaient un enseignement par correspondance technique. Donc ils pouvaient devenir architectes, ingénieurs. Bon, en réalité, ils faisaient des études pendant 2-3 ans, et ensuite ils partaient, souvent aux États-Unis, parce que parallèlement, il y avait d'autres associations, telles que la Fondation Tolstoï, qui essayaient de leur trouver une autre vie que celle dans les camps. Voilà, donc ça c'était... Alors, cet institut a vécu jusqu'aux années... la fin des années 50. À cette époque-là, nous étions dans le 16e, dans un petit ou un grand, je ne sais pas, hôtel particulier, où il y avait donc les éditeurs unis, les éditions Inca Press, cet institut, et encore beaucoup d'autres bureaux qui étaient sous la houlette de la YMCA. Donc, à la fin des années 50, nous avons dû, je crois que le logement, cette maison a été mise en vente, on n'a pas pu l'acheter, il y a eu pas mal
il y a eu pas mal de tensions à ce moment-là, et l'Institut a fermé. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que le dernier directeur de cet institut était Pierre Pascal. Alors, pour ceux qui connaissent, c'était un grand professeur. Tous nos professeurs de Nanterre sont sortis de Pierre Pascal. Donc Pierre Pascal, alors je pense que on l'a choisi peut-être à cause de ses relations. C'est peut-être, parce qu'on avait besoin un peu d'aide là, parce qu'il n'a pas vraiment enseigné, mais il a été quand même le dernier directeur. Et donc, c'était 19 rue Saint-Didier, donc ça s'est terminé fin des années 50. Mais parallèlement à une autre activité qui a été menée aussi à cette époque-là, donc qui sortait un peu des éditions, c'était suite à la création du Conseil œcuménique des Églises en 1948 à Genève, qui existe encore, il y a eu une énorme entraide et aide apportée au clergé orthodoxe, qui était dans une misère totale dans les années 50, ça il faut le dire. Ce qui est intéressant, c'est que ces Américains nous ont donné une énorme ouverture. À tous les projets qui ont été réalisés, ont toujours participé, par exemple, toutes les juridictions. Toujours, elles n'existaient pas pour eux, et donc du coup pour nous non plus, à cette époque-là. Enfin, pour les gens de là-bas, pour les gens de l'époque. Ils n'existaient pas, ils ont participé à tous les projets. Il y a eu le Zakonbosch, le manuel d'instruction religieuse en 5 tomes qui a été publié. Ça a été aussi préparé non, mais en tout cas apprécié, disons, et accompagné par toutes les juridictions. Bon, alors je ne dirais pas la traduction du Nouveau Testament, ça c'est un petit peu autre chose. Ce que je voulais vous dire, c'était surtout ça. Donc c'était qu'il y avait cette association d'entraide qui ne faisait pas que qui aidait les prêtres, qui aidait tous les gens qui étaient en difficulté. Alors je donne toujours le même exemple parce qu'il est un petit peu rigolo. C'est le père Igor Vernik que vous avez connu, qui avait besoin d'une bicyclette. Qui a eu besoin d'une bicyclette pour aller à Villemoisson. À Villemoisson, c'était un foyer pour jeunes petits enfants, enfin jeunes garçons, il fallait absolument. Et bien il l'a eu. Et derrière lui, il y en a un autre qui a demandé, il ne l'a pas eu. Donc vous voyez, c'était pas. Il y avait quand même. On distinguait un peu les demandes. Voilà, mais sinon, bon, c'était, je ne sais pas, on avait besoin du charbon. Il y avait les fameux CARE, vous vous souvenez, les colis américains en 1954. Voilà, ils ont reçu, en 1954, ils ont tous reçu un colis comme ça, et après, si vous voulez, le meilleur, c'était qu'il y avait une villa à Locarno, en Italie, et un grand programme de santé, si vous voulez, et donc, tous les prêtres qui étaient vraiment pas en bonne santé, je pense, et vraiment dans la misère totale, donc faisaient un petit peu la queue pour passer au moins un mois, 6 semaines, à Locarno. Et je crois qu'ils y sont tous passés, et ça a été formidable. Alors pourquoi je le dis toujours? Parce que ça a été quand même, vous me direz, ça n'a rien à voir avec les éditions, rien à voir. N'empêche que ça s'est fait au siège, là où étaient les éditions, et que c'était quand même une action qui était initiée par la YMCA. Et maintenant, je vais terminer en disant que la YMCA, elle nous a aidés donc, à acheter ces locaux, car bien sûr, on n'avait pas cet argent. Nous l'avons rendu à l'époque, et Inca Press a rendu cet argent. Donc, vers les années, à la fin des années 60, la YMCA disparaît en tant que concrètement. Paul Anderson continue jusqu'à sa mort en 85 à suivre moi-même, je l'ai vu ici quand j'ai commencé à travailler ici, il a suivi toujours tout ce qu'on faisait ici, et les dernières aides financières, surtout à Inca Press et à la Serre, se sont terminées en 76. Voilà. Voilà ce que je voulais un petit peu pour vous donner un petit aperçu de l'action de la YMCA. Je pourrais en dire encore beaucoup plus, mais là, je vais vous faire un petit Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Boire. Moi qui croyais que j'allais faire une apologie à YMCA, dans mon discours, finalement pas du tout. Alors, Josina, moi je proposais qu'on visite tout simplement librement aujourd'hui. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Enfin, après, on va aussi organiser, il va y avoir une possibilité des visites guidées.
Donc il faut écrire aux éditeurs réunis, Mélanie sur l'adresse mail, voilà. Donc, et vous manifestez l'intérêt. On a hâte vraiment de montrer cette exposition à un public vraiment large. Donc n'hésitez pas à communiquer cette information. L'exposition reste dans nos locaux jusqu'à la fin de septembre 2026. Il y a du temps. Voilà. Et merci d'être venu encore une fois. Merci pour votre soutien. Merci.